bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, pour l'épisode 24, je discute avec Kenny Gay. Après avoir passé son bachelor de physiothérapie à l'ESAV à Lausanne, il a poursuivi avec un master en sciences du sport et un PhD ayant comme thème la prévention des blessures des ischio-jambiers dans le sprint. Il répartit maintenant son emploi du temps entre l'enseignement à l'ESAV et l'entraînement avec la Fédération suisse d'athlétisme. Dans cet épisode, on parle donc de sprint et de système nerveux, de pratiques basées sur l'épreuve et de leadership transformationnel. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur No Minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues ou vos proches pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Kenny. Ciao Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci de m'avoir proposé, c'est sympa. Ouais, j'entendais beaucoup parler de toi là où je travaille actuellement et du coup, je trouvais ton parcours intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il en est et d'où tu viens et d'où tu as commencé? Alors bien volontiers, écoute, j'ai fait une formation de physiothérapeute en Suisse de 2004 à 2008. Et puis c'est vrai qu'assez vite, pendant ma formation, j'ai su que je me dirigerais pas vers la pratique de physio. Et puis j'ai été très tôt attiré par les aspects liés à la recherche et à investiguer des questions. Et puis plutôt au début dans une idée aussi de légitimer notre pratique, déjà dans cette logique d'evidence-based practice en fait. Et du coup, j'ai essayé de construire mon parcours à partir de ce point de départ-là, où j'étais en deuxième année de formation. Ça a fait qu'ensuite, je me suis inscrit relativement rapidement à la suite de mes études de physio à l'université en sciences du sport à l'université de Lausanne. Enfin, c'était un master conjoint entre Lausanne et l'université de Genève, avec dans l'orientation entraînement et performance. Donc, j'ai débuté avec ça en 2008 jusqu'à 2010. Et en fait, en parallèle, jusqu'à 2007, j'étais athlète, je faisais de l'athlétisme du 400 mètres, Ouais. Sujet à quelques problèmes d'ischio, enfin tu vois toutes les problématiques du sprinter classique. Et puis j'ai décidé que j'allais devenir un cordonnier mal chaussé, puis que j'allais réfléchir en tout cas à me poser des questions sur cette question des ischios. Donc j'ai fait mon travail de master là-dessus, sur l'influence de la flexion de hanche sur la force que pouvaient produire les ischios. Et puis j'ai eu la chance en 2010, quand j'ai défendu mon travail, d'avoir des opportunités quelque part de prolonger ce travail et puis de m'engager dans un PhD avec le soutien de mon directeur à l'époque, Grégoire Millet, qui est à l'université de Lausanne. Et surtout avec le soutien de l'école qui m'avait formé initialement, l'école de physio de Lausanne, la Haute École de Santé Vaud, qui m'a proposé un poste à 100%, qui m'a libéré du temps en fait, 50% de mon temps pour faire mon PhD sur 4 à 5 ans. Et c'est trop bien. Et pour en revenir à ce que tu disais au début, comment tu t'es rendu compte en gros que tu voulais pas être, on va dire, physiothérapeute et pratiquer comme la majorité d'entre nous, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait dire, moi ce qui m'intéresse au final c'est la recherche et pas forcément pratiquer, on va dire, dans des cabinets ou des centres de rééduc? C'est plutôt un événement particulier lors de ma formation évidemment il faut toujours un contexte plus large, mais il y a eu un événement pendant ma formation qui m'a passablement dérangé, où pour raconter vite fait l'anecdote, mais il fallait démontrer une manœuvre quelconque, et puis j'ai fait une prise d'une certaine manière et qui pour moi respectait les plans de glissement, respectait l'objectif à atteindre avec cette manœuvre. Et puis je me suis fait retoquer par mon prof qui m'a dit non, la manœuvre elle est pas démontrée comme ça. Et là moi j'ai eu un problème fondamental, c'est que pour moi on doit s'attacher à un objectif, et puis après on doit chercher le meilleur moyen dans cette situation. Ça me permettait de rétablir une rotation latérale de hanche, tac, je corrigeais le truc. Et puis j'étais assez content de mon truc. Et puis en fait, je me suis fait retoquer et j'ai pas
c'était vraiment un événement révélateur où je me suis dit non, j'ai envie de baser mes activités sur des évidences. Et puis ça a toujours été finalement ce qui a guidé la suite de mon développement. C'était un bon déclencheur. Et puis du coup, pour revenir à la suite, j'ai pu me lancer dans ce PhD et puis m'intéresser à cette question qui me tracassait en tant qu'athlète d'abord, puis après aussi en tant qu'entraîneur à ce moment-là, sur cette problématique récurrente des ischios qu'on retrouve chez les athlètes, mais enfin dans tous les sports où tu as de la course à haute vitesse. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce que tu as étudié avec le master et du prolongement avec le PhD? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus? Le master était assez intéressant, beaucoup d'aspects théoriques sur la méthodologie de l'entraînement, sur la force, sur l'endurance, sur ces aspects-là. Relativement peu d'aspects pratiques. Et puis ces aspects, en fait, je les ai construits en parallèle sur la même période avec ma formation d'entraîneur en athlétisme. En Suisse, on a un système jeunesse et sport qui marche bien, qui va des éléments très basiques au sport d'élite, et puis ensuite c'est prolongé par une formation suisse olympique. Et cette formation suisse olympique, elle est donnée aux coachs, mais de tous les sports en même temps, si tu veux. Donc t'as une mixité qui rend le truc extrêmement intéressant. Et c'est vrai que j'étais assez content d'avoir toute cette formation en parallèle, parce que ça m'a amené justement ce côté pratique, un peu plus terrain. Parfois justement moins basé sur les évidences, mais plus sur l'expérience des gens que j'ai côtoyés à ce moment-là. Mais je trouve que ça a amené un bon équilibre entre finalement ces différents piliers à la fin de l'evidence-based practice, l'expérience, les évidences du terrain, et puis après on va y croiser là-dedans bien sûr les préférences de ton patient, de ton athlète, qui construit finalement ton intervention. Du coup, j'ai repris. Donc, j'ai débuté mon PhD en 2010 avec une question que j'avais amorcé dans mon travail de thèse. C'était l'écart qu'il y avait entre le Nordic hamstring qu'on commençait à décrire. Il était décrit depuis quelques années, mais qui devenait gentiment à la mode. Et puis, fin des années 2000, et finalement, la problématique du sprint avec mon œil d'entraîneur, avec des besoins qui étaient différents, c'est-à-dire une course à haute vitesse, une flexion de hanche importante. Et là-dedans, il y avait vraiment un décalage entre ces deux éléments. Et du coup, ça a été le point de départ de ce travail de doctorat, où on s'est attelé à montrer l'impact de la flexion de hanche sur l'activité des ischios, et puis un peu toute la réflexion autour de cette courbe tension-longueur. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne dans différentes positions, et quel est l'intérêt finalement de la spécificité au geste dans l'activité, enfin dans l'entraînement de force en l'occurrence. Ouais. Et puis c'est vrai que début 2010, c'était la grande mode de l'excentrique. On faisait de l'excentrique dans tous les sens. Nordic hamstring qui arrivait en force. Et là, on y a intégré l'idée justement de rajouter une flexion de hanche à nos exercices. On n'avait pas toujours les appareils pour le faire. Fallait être créatif. T'essayes avec des planches à roulettes, t'essayes avec du bricolage, avec des balançoires, avec du matériel que tu trouves facilement sur le terrain. Et puis tu trouves finalement jamais l'exercice ultime. Et puis c'est vrai que maintenant, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais ma vision, de l'entraînement et de la prévention, elle s'est passablement développée et éloignée de ces aspects très technico-techniques qu'on a vu, que j'ai développé pendant mon PhD. Et puis c'est vrai que c'était une démarche très enrichissante d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rigueur. Enfin voilà, tu t'apprends à construire tes idées, mais peut-être une vision très focalisée sur un point en fait. Et en fait, quand tu fais ça, plus tu t'enfonces dans un point, plus tu vois que la réponse elle est pas si claire, et puis finalement plus tu t'éloignes de la situation dans son ensemble. Et
Et puis, je renie absolument pas tout ce que j'ai fait, et puis ça m'a beaucoup amené. Mais c'est vrai que à la suite de mon doctorat, j'ai dû faire un gros travail de dézoomer finalement tout ça pour revoir l'athlète dans son ensemble, et puis le positionner dans un environnement qui est complexe, et puis essayer de mettre ensemble tous les éléments qui vont avoir un effet sur la performance, mais donc aussi sur la prévention. Et concrètement, alors comment ça se passe avec tes athlètes maintenant, justement que tu as, on va dire, cette énorme base scientifique et un peu théorique, et cette casquette aussi maintenant d'entraîneur, tu vas nous en parler, mais par exemple sur la thématique ischio, comment concrètement est-ce que tu les bosses pour tes sprinteurs ou pour d'autres types d'athlètes? Disons, les ischios, je les désacralise un peu, si tu veux. J'essaye d'éviter de trop mettre le focus dessus. Ouais. Puis j'ai aussi l'impression que des fois, plus tu mets l'importance sur un truc, plus tu vois un problème sur le truc, tu vois. C'est Et donc, clair. Ouais. donc c'est vrai que moi, l'ischio, c'est une partie de la chaîne qui te fait avancer, quoi. Oui, ils produisent de la force horizontale, mais c'est pas les seuls. Et puis, en fait, ils sont à travailler c'est l'athlète que tu dois travailler. Donc ça, c'est le premier point de départ. Et moi, l'idée dans l'entraînement, c'est vraiment de toujours mettre l'athlète dans les meilleures dispositions pour atteindre les objectifs de la séance. Et je trouve que trop souvent, on dit, OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire une séance de vitesse. Et puis, on va se retrouver sur quelqu'un qui arrive, mais qui la veille a fait une séance trop dure, ou qui a fait 1h30 d'embouteillage pour venir à la séance, Ouais. ou qui va faire une séance de vitesse à 18h après le job. Et puis, pour moi, ça, c'est des situations qui te mettent à risque de blessure. Ouais. Et je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est vraiment que l'athlète, il soit dans les meilleures prédispositions pour atteindre les objectifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objectif, il est extrêmement nerveux, et avec des stimulations extrêmement importantes du système nerveux central, Ouais. tu dois veiller, et la priorité doit être que l'athlète arrive dans des conditions où il est frais et reposé au maximum. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, à mon sens, à la fois de la performance, mais aussi de la prévention. Ouais. Et un athlète qui arrive dans des bonnes prédispositions, il sera sûrement moins à risque de se blesser. Donc comment je m'y prends? J'essaye surtout de mettre en avant l'alternance des charges. Donc je vais le moins possible avoir 2 jours de suite des charges qui vont taper sur le système nerveux central. Ouais. Ça, c'est la première des règles. Et puis sur ces jours où j'ai pas de charge nerveuse, ou disons peu de charge nerveuse, j'essaye en plus d'avoir beaucoup de mesures de récupération. D'accord. Mais de récupération au sens physique, mais aussi au sens mental et psychologique, disons, de l'athlète dans sa globalité. Donc ça, c'est un peu l'ossature générale de l'entraînement. Et c'est cette idée qui est pas neuve, hein, mais cette idée de polarisation, où on essaye vraiment d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé lors des séances nerveuses, et puis un niveau vraiment beaucoup moins intensif et beaucoup plus bas lors des séances dites de récupération. Ouais. Donc ça, c'est pas une des clés, mais en tout cas un des points sur lesquels je me base. Et puis après, il y a un deuxième point sur lequel je m'appuie, là aussi au service de la performance, mais aussi au service de la santé et de la prévention des blessures, c'est le testing. Et puis là, il y a 3 grandes sources d'informations. Il y a les tests réguliers, récurrents, toutes les 4 à 6 semaines, où je regarde l'évolution des performances. Puis là, on a un peu une idée sur des trends très généraux dans quel sens on va. Et puis, sinon, il y a 2 autres sources d'informations. Il y a les informations qui proviennent de l'athlète, puis les informations qui proviennent de moi, ce que j'observe, ce que j'entends sur le terrain. Donc, il y a toute ma perception visuelle sur la qualité du geste, sur la disponibilité de l'athlète, mais aussi, je dirais, la qualité d'écoute, sur la qualité des sons au sol, des temps de contact. Et puis c'est vrai que c'est des éléments où tu développes ta sensibilité, et ça t'aide
à juger, disons, de l'état de ton athlète. Et puis après, les éléments qui proviennent de l'athlète, il y en a toute une série où déjà, tous les jours où on a des sessions nerveuses, ils font un test de variabilité cardiaque au réveil. Du coup, j'ai une bonne info sur l'état d'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique, en gros. Et donc, déjà là, ça me donne un premier feu vert, feu rouge, quoi, disons. Et puis, sur cette base-là, donc l'athlète, il fait son test le matin à l'aveugle. Moi, je reçois les résultats. Il arrive à l'entraînement. Et puis là, je lui fais faire, avant l'échauffement, je lui fais faire un test de saut, un contre-mouvement jump, où on va regarder, en gros, à quel pourcentage il est de son maximum aujourd'hui. Et là aussi, ça me donne un deuxième feu. Et ça, c'est vraiment 2 données relativement dures. Et puis là, j'y ajoute des données plus des soft data type EVA de motivation à l'entraînement, EVA de fatigue au réveil, plus toute la récolte de la charge qui est faite en amont via le RPE suite à chaque entraînement. Puis en fait, en croisant tous ces éléments, tu as déjà une bonne photographie de l'état de ton athlète avant la séance. Et puis tout ça est finalement pondéré et modéré par la discussion. Et puis ça, pour moi, c'est l'élément finalement central, parce que les datas, elles sont intéressantes, mais si ton athlète il se sent pas du tout, alors que tous les voyants sont ouverts, je pense que, puis là j'ai des anecdotes assez intéressantes, je peux peut-être venir là-dessus maintenant. Ouais. Mais ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai un athlète qui est d'ailleurs bien connu de ton service de physiothérapie, qui est arrivé à l'entraînement courant janvier avec des super data et HRV vraiment hyper bien, un bon système parasympathique bien, disons bien dans un bon état de repos. Et on débute la séance, puis il me dit, écoute, je la sens pas, je me sens vraiment pas bien, fatigué. Je dis, ok, bon, et on essaie quand même. Puis c'est vrai qu'à l'œil, c'était pas foufou. Et puis on commence à adapter un peu la séance. Bon, finalement, il finit la séance, mais tout adapté, tout un peu moins vite. Donc toi, tu joues sur les consignes. Ok, là, tu te donnes un petit peu moins. Là, tu joues plutôt sur un feedback, sur un focus technique, et puis moins sur l'intention et tout ça. Puis là, après, on avait une séance de force. Puis là, il me dit, écoute, je la sens vraiment pas. Je dis, ok, bon, bah, tu rentres chez toi, tu refais ta séance de force demain. Donc, il rentre chez lui, il se repose, il commence sa séance de force le lendemain, il se sent un peu mieux, mais pas terrible. Là, j'étais pas avec lui, du coup, il me fait un feedback pour me dire, écoute, je me sens vraiment pas bien. Puis là, je l'ai envoyé se faire tester pour le Covid. Et en fait, il était positif. Et tu vois, et paradoxalement, ça nous a sorti des données de variabilité cardiaque qui étaient bonnes. Mais pourquoi ? Parce que tu vois, le traitement des données est pas encore 100% optimal. Puis moi, je récupère les données traitées par le système et non les données brutes. Et puis c'est vrai que là-dessus, j'ai un ami qui fait son doctorat sur la question, qui m'a traité les données brutes. Et puis en fait, on a observé qu'il y avait vraiment un gros trouble de cette balance du système nerveux sympathique parasympathique. Et donc du coup là, bah, voilà, je garde ma casquette un peu chercheur. On est en train d'écrire une étude de cas sur la situation, trop bien. Et les 30 jours avant, les 30 jours après chez cet athlète. Donc toi, la discussion à la fin, ça reste le truc auquel on peut pas couper. Et c'est clairement ça qui te fait basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que dans l'autre sens, si on va dire tous tes tests, variabilité cardiaque, CMJ, tout ça, motivation, etc., tu vois qu'il est dans l'orange rouge, mais que lui te dit non, mais en fait j'ai envie, je veux m'entraîner, je veux qu'on pousse fort et tout, est-ce que toi là justement tu bascules en te disant si lui le sent, même si les autres données me disent l'inverse, on le tente? Alors, ça dépend quelles données. Le HRV, clairement, ça arrive qu'il y ait un test qui soit dans le rouge, dans le noir, ça dépend des codes couleurs, les outils que tu utilises, mais ça arrive que j'ai des codes couleurs pas bons. Et c'est vrai que souvent sur une séance, on va pas trop y accorder d'importance si les autres voyants sont ouverts. Il y a aussi des bugs du système, tu vois, faut pas tout appuyer là-dessus.
Maintenant, si beaucoup d'éléments se croisent, mais que sa motivation est haute, faut aussi questionner pourquoi il est motivé. Et puis, est-ce que c'est juste parce qu'il y a un truc à l'entraînement qui lui convient bien? Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Et puis là, c'est clair que s'il est motivé, moi, je lui mets pas de frein ce jour-là. Maintenant, tu l'observes de manière d'autant plus attentive, t'écoutes d'autant plus le bruit qu'il fait au sol, la qualité de ses appuis, etc. Puis tous ces paramètres subjectifs que tu récoltes, tu les utilises pour systématiquement réguler le contenu de l'entraînement. Et puis ça reste une vérité chez tout le monde. Quand bien même il serait au top avant l'entraînement ou pas, moi je me réserve tout le temps le droit de mettre fin à la séance plus tôt ou de rajouter quelque chose si vraiment. Et l'athlète sait aussi qu'il a le droit de négocier ces éléments avec moi. Donc, et puis c'est ça que je voulais te dire avant. Pour moi, ça répond à un principe qui dirige ma façon de me comporter avec le groupe. C'est la notion de leadership transformationnel, où t'es vraiment dans t'es pas en mode dictateur, quoi. T'es dans la co-construction des objectifs, de la vision du groupe. Et puis quand t'amènes des éléments, bah, tu t'assures qu'il soit partagé par tout le monde et puis que tout le monde adhère au même projet et tout le monde a contribué finalement à définir le projet. Et, euh, et quand ces objectifs ils sont atteints, bah déjà la communication est meilleure, mais tu peux en demander plus aussi aux athlètes parce que tu partages vraiment le même projet et les mêmes attentes. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui drive ma façon de me comporter. Oui, et justement, alors comment tu diriges plusieurs athlètes avec, tu vois, on va dire des pics de forme différents, des objectifs différents, et comment tu t'en sors par rapport au groupe aussi, puisque est-ce que tu co-construis, on va dire, avec chaque athlète leur plan individuel et qui est modifiable, voilà, entre eux et toi, entre guillemets, ou est-ce que tu construis, on va dire, le groupe en disant, ben voilà, l'objectif de tout le monde, j'en sais rien, c'est d'être en forme en juin, juillet, août, et tu t'en sors comme ça et tu vois comment tu le gères l'individuel par rapport au groupe et au collectif. Ouais, alors il y a les différents calendriers, puis il y a les différentes disciplines. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai un groupe avec trois coureurs de 400 mètres, un coureur de 400 mètres, puis un coureur de 200. Dans les gens que je vois au quotidien, au-delà de mes activités d'entraîneur pour la fédération. Et puis avec eux, c'est clair que déjà les disciplines ne sont pas les mêmes, donc les programmes ne sont pas les mêmes. Maintenant, le fond et si tu veux le squelette du programme reste environ le même. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait d'utiliser des outcomes pour ajuster le contenu de la séance du jour. C'est qu'au final, tu as un squelette, puis après, tu es flexible. Et puis, ce qui fait que tu peux avoir un groupe. Alors, ça marche bien pour des sports individuels où tu as relativement peu de monde. Hein. Je conçois bien que si tu as 22 footballeurs devant toi, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'individualiser chez tout le monde, d'observer, d'écouter, enfin, tu vois. Mais là, moi, j'ai ce luxe de pouvoir prendre du temps avec eux et puis d'avoir la chance de pouvoir à tout moment jouer sur le contenu de l'entraînement. Puis, bah, je peux te donner un exemple sur aujourd'hui. Là, j'avais fait le plan la semaine dernière sur encore toute cette semaine. Le squelette était fait. Et puis hier, j'ai décidé de changer pas mal les choses parce qu'après on part encore en entraînement 2 semaines en Turquie. Et puis du coup, j'ai décidé de réduire passablement le travail nerveux cette semaine, ce qui n'était pas posé sur mon idée de base, mais aussi suite à l'entraînement de samedi qui était relativement dur où j'ai vu que ça avait passablement tapé. Et voilà, donc en fait le canevas est pour l'instant toujours dans le plan est le même, mais on a fait un update ensemble sur ok, ben on va faire des recaps sur les entraînements, et puis on se garde finalement cette flexibilité. Et c'est vrai que dans mon historique, au début j'aimais bien la rigueur, j'aimais bien faire un plan, poser mon Ouais, plan, s'y et tenir. puis avoir exactement les temps attendus des courses, et puis m'y tenir, et puis dans 2 semaines je savais ce que je faisais le jeudi, tu vois. Ouais, ouais. Et de plus en plus, j'ai besoin de cette flexibilité. Et en fait, je pense, elle vient avec une certaine part de confiance que ce qu'on fait, ça fonctionne bien, et puis
qu'on a des bons résultats avec ça. Donc ça aide à aussi lâcher un tout petit peu prise. Et puis ça vient avec quand tu sais que la communication elle est bonne, quand tu sais que tu partages les objectifs et les moyens avec tout le groupe, tu commences à pouvoir te permettre ces éléments-là. Carrément. Puis je pense que c'est comme ça aussi que tu acceptes, que tu obtiens l'adhérence de tes athlètes et ça marche aussi en physio avec des patients, quoi. C'est pas eux versus nous, ou tu vois, tes athlètes versus toi, c'est eux et toi et tout le monde autour et le fait que ce soit co-construit comme ça leur permet, on va dire, d'être acteurs de leur plan et pas juste subir quelqu'un qui leur dit ouais, non, faut faire ça comme ça, etc., quoi. Bon, il y a des athlètes qui demandent ça, il y a des patients qui demandent ça, mais moi, c'est pas dans mon mode de fonctionnement. Puis je pense que j'aurais de la peine à m'adapter à ces personnes-là. Faudrait aussi savoir si ces personnes-là sont comme ça parce que elles ont jamais eu l'opportunité de fonctionner dans un autre système. Faut en tout cas laisser la porte ouverte à ces éléments. Mais c'est clair, en physiothérapie c'est la même chose. Puisque quand je te parlais du modèle evidence-based practice, on est là-dessus. On est encore une fois l'expérience du thérapeute, la science derrière les évidences, mais les préférences du patient. Et tu peux lui appliquer le meilleur traitement du monde avec lequel tu as la meilleure expérience. Si lui, il adhère pas au projet, le résultat, il sera certainement médiocre. Donc ça, c'est vraiment des choses pour moi, qu'on peut considérer et puis qui font des ponts entre ces professions, entre la profession d'entraîneur, entre la profession de physio, qui pour moi sont exactement le même job, à peu de choses près. La population est différente, mais dans les deux situations, tu pars d'un point A avec une personne et tu l'accompagnes à un point B. Et oui, l'entraîneur a souvent la possibilité de voir plus souvent les athlètes, de les voir sur des plus longues périodes. Il travaille en général avec des sujets sains et puis il essaye de développer leur potentiel. Mais le physio, va bosser avec des gens qui sont en dessous de leur niveau de leur baseline, si on veut. Et puis il va travailler avec eux pour les ramener à leur niveau, voire au-delà. Et pour moi, les objectifs derrière sont les mêmes. Et un bon nombre de compétences sont fortement comparables. La qualité d'observation, la qualité de création, de construction et de structure d'un programme. On est vraiment sur pour moi des jobs qui sont très similaires. Et puis j'ai un peu l'impression des fois tendance à opposer. Puis je pense en tout cas que pour moi c'est un peu une erreur. Carrément. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton poste d'enseignant à l'ESAV en parallèle de ton poste d'entraîneur, du coup? Alors, donc comme je disais, j'ai eu la chance d'être à ESAV dès 2010 et de pouvoir avancer sur mon doctorat. Et à la suite de ce doctorat, ils m'ont proposé un poste de professeur associé que j'ai eu jusqu'à 2020, jusqu'à septembre 2020, avec des projets de recherche qui se sont éloignés de mon dada, on va dire, des ischios et de la prévention des blessures, plutôt des projets sport santé, activité physique, etc. Mais par ailleurs très intéressant et puis c'était aussi bien de sortir un peu de sa zone de confort. Depuis depuis septembre là de l'année dernière, depuis septembre 2020, j'ai une proposition d'être entraîneur en chef du sprint pour la Fédération suisse d'athlétisme, et proposition que j'ai acceptée. Et du coup maintenant j'ai un poste pas conjoint parce que je suis rattaché à deux institutions, une fois Suisse Athletics et une fois ESAV, mais avec vraiment des collaborations. Et puis on essaye de co-construire aussi un certain nombre d'activités au travers de 2-3 missions de recherche, de récolte de données, et puis bien sûr au travers des compétences que j'ai en lien avec l'entraînement, que j'essaie de transmettre beaucoup dans la formation. Ouais, c'est trop bien. Et ouais, justement, qu'est-ce que tu enseignes comme matière en particulier? Je suis responsable de 2 modules. Un module en première année sur l'observation et l'analyse du mouvement,
Donc, tu vois, c'est vraiment les premiers cours où tu parles du muscle, de la physiologie, musculaire, du mouvement, de la biomécanique, de l'analyse cinétique, cinématique, de la marche, des boiteries, et de ces éléments-là. Et puis ensuite, en troisième année, donc en dernière année bachelor, j'ai un module sur l'activité physique en physiothérapie. Et puis ça, c'est un module qui est composé vraiment de deux grandes parties. Une partie autour du sujet sain, donc méthodologie de l'entraînement, vraiment entraînement de la force, entraînement de la vitesse, entraînement de l'endurance, entraînement, disons, des déterminants de la performance. Et là autour, on parle aussi de planification, de gestion de la charge. Disons des outils qu'on retrouve un tout petit peu moins souvent en physiothérapie, mais qui ont tendance à gentiment arriver dans le milieu à s'infiltrer gentiment, on va dire, dans le milieu de la physiothérapie. Et donc là, en plus, j'essaie vraiment de toujours coupler un cours théorique avec un cours pratique. Donc, tu as un cours théorique sur la force, et puis après, on va avoir un cours en salle sur technique des gestes d'haltéro de base, par exemple. Tu vois, qui pour moi doivent faire partie de la physiothérapie. Quand tu fais un squat, tu fais un transfert assis debout. T'as une action positive sur monter des escaliers ou la marche. Quand tu fais un soulevé de terre, on est bien d'accord qu'on est sur des AVQ qu'on retrouve vraiment fréquemment. Et donc voilà, endurance, pareil, on va sur le terrain, on fait de l'école de course, enfin des choses comme ça. Et puis la deuxième partie du module, c'est sur les activités physiques adaptées. Donc comment finalement on prend ces éléments de base et puis on les applique à des populations particulières. Ça va de l'oncologie à la psychiatrie, en passant par la rhumato, les problèmes cardio-resp, etc. Et comment justement tu organises ton emploi du temps entre les AV et Swiss Athletic au final? Comment c'est 50-50 ou c'est une semaine à fond avec l'un, une semaine à fond avec l'autre? Tu vois, comment tu fais? Alors j'ai eu une chance de travailler, que mon premier employeur, ça y a été ESAV, où on a si tu veux, on n'a pas un temps de travail à la semaine, je dois pas pointer et faire mes heures. On a une feuille de charge annualisée où tu dois faire tes heures sur l'année. Donc ça confère passablement de flexibilité. Évidemment, tu as des périodes de rush avec plus de cours, tu as des rentrées, tu as des périodes d'examen. Bon, voilà, il y a des trucs auxquels tu coupes pas en présentiel, mais tu as aussi énormément de flexibilité, d'autant plus, tu vois, ces temps avec le travail à distance, les séances à distance, etc. Et puis, Swiss Athletic, c'est pareil. En fait, on a une séance par semaine à Berne en général ou à distance. Et puis après, le reste, c'est du temps plutôt travaillé chez moi, au téléphone, contact avec les athlètes, contact avec les entraîneurs, beaucoup de travail de planification, etc., etc. Ce qui fait que ma semaine, elle est difficilement type, quoi. Tu vois, en gros, elle est surtout drivée par mes entraînements du groupe que j'entraîne ici. Donc, où j'ai 2 séances le lundi, une séance le mardi, 2 séances, une ou 2 séances le mercredi, une séance le jeudi et 2 séances le vendredi. Et puis là au milieu, je réponds à des mails, je fais des séances, et puis je bosse le soir, je bosse un peu le week-end de temps en temps, je sais pas trop, mais de temps en temps le soir je fais des podcasts. Donc voilà, tu vois, c'est un peu ça, mais en fait du coup ça confère un rythme aussi assez tourné autour de l'entraînement, mais avec pas mal de diversité aussi. Et puis j'adore ces périodes où j'ai beaucoup d'enseignements. Là, je suis en train de sortir d'une période où j'ai eu pas mal d'enseignements. Et puis c'est vrai que ça te fait faire tout d'un coup autre chose. Ça te fait réexpliquer des phénomènes que tu utilises tous les jours dans l'entraînement, mais de les réexpliquer, de devoir te replonger dedans, ça leur redonne un sens. Tu les maîtrises mieux, et puis tu leur redonnes aussi un sens. Donc je trouve qu'en fait ces 2 activités, elles se complètent extrêmement bien. Et puis je pense que mes compétences, elles sont très transférables dans les 2 domaines en fait. Et puis dans mes 2 activités, il y a un gain à avoir ce croisement en fait.
Ouais, c'est trop bien parce que au final, tu as très peu de monotonie, quoi. Même si, comme tu disais, tu as tes entraînements voilà, qui sont déjà ciblés et orientés dans la semaine, ben, le reste du temps, tu peux passer de l'un à l'autre en fonction on va dire, de l'urgence ou du besoin du jour, quoi, ou du moment où tu le fais, quoi. Ouais, exactement. Puis après, tu vois, je me garde aussi une certaine flexibilité. Il y a des trucs auxquels tu coupes pas, donc tout d'un coup, une fois, tu peux pas aller à l'entraînement parce que t'as un cours et puis t'as pas pu faire Hmm. autrement dans la planification, et ben tu fais comme ça. Et j'essaie aussi de coordonner avec mes périodes de camp d'entraînement. En gros, c'est une dizaine de semaines entre octobre et fin avril, pour la plupart à l'étranger. Donc là, c'est clair que tu dois coordonner pour pas avoir d'enseignement, tu dois coordonner avec la famille aussi. Et puis heureusement, tu vois, j'ai une famille qui soutient mes projets parce que c'est pas des projets toujours très faciles en termes de vie familiale. Donc voilà, c'est tous ces éléments avec lesquels tu dois concilier, mais qui font aussi que tu as peu de monotonie, comme tu disais, et puis que ouais, je prends passablement mon pied dans toutes ces activités. Ah, c'est bien dit. Et est-ce que tu peux nous parler justement alors des gens qui t'inspirent ou tes mentors si tu en as? Bon, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mon PhD avec Greg. Millet, Mm. c'était vraiment une. Ce qui était cool, c'est qu'en fait, il était pas du tout dans le domaine des ischios. Donc, Ouais. en fait, j'ai bénéficié énormément de ses compétences de chercheur, de gestionnaire de projet, quoi. C'est une machine à Ouais, avancer, Greg. Donc, c'est toujours plus difficile de l'arrêter que de le lancer dans un truc. ouais. Donc, donc moi j'ai énormément bénéficié de ça, de cette spirale ouais bénéfique. C'était top. Et puis j'ai trouvé assez cool en fait d'être avec quelqu'un qui n'était pas l'expert ultime sur la question des ischios. Ça m'a laissé aussi pas mal de liberté de pouvoir travailler avec d'autres. Et puis finalement j'avais ce cadre, voilà, ce mentor scientifique. Et ça c'était ouais, pour moi c'était une très bonne période, puis qui continue à avoir une influence importante dans mon fonctionnement. Et puis après, point de vue entraînement, c'est plus difficile. On a en Suisse deux trois entraîneurs qui ont fait un super job ces dernières années, et puis qui ont surtout, tu sais, t'es jamais il n'y a pas un seul chemin pour arriver au succès. Donc, je suis assez peu influençable par le contenu des séances et puis de dire waouh, ça a l'air super. J'aime bien avoir des éléments, mettre des idées, mais que ça reste dans mon idée générale, dans ma conception générale de la performance et de la programmation. Donc, je peux pas dire ok, cette personne m'influence sur la façon de construire tout ça. Par Mm. contre, c'est vrai que ces entraîneurs là dont je parlais en Suisse, ils ont énormément amélioré, enfin apporté de choses sur la professionnalisation. Et puis ça, pour moi, c'est un des éléments clés qui coulait pas de source. Jusqu'à il y a pas longtemps, la fédération internationale d'athlétisme était la fédération amateur d'athlétisme, l'I2AF. Donc il y a vraiment cette culture de l'amateurisme en athlétisme qui a ses bons côtés, mais qui a aussi qui touche très vite à certaines limites quand tu veux faire du haut niveau. Donc donc c'est vrai que c'est difficile quand tu as une culture très amateur qui est vraiment drivée par les clubs, avec des entraînements qui se font le soir, avec des athlètes qui ont une journée qui est pleine avant. Tu vois, dans ces conditions, c'est compliqué de faire de la qualité et vraiment de la grande qualité. Donc là, il faut vraiment remercier ces gens qui ont su débroussailler ce terrain-là. Et puis maintenant, c'est gentiment plus accepté que finalement l'athlétisme aussi, ça peut être un sport. Euh, ouais, tu gagnes pas super bien ta vie, mais disons, tu peux essayer d'en vivre un petit peu, quoi. Ouais, top. Et au niveau des livres dans lesquels tu te replonges et que tu relis, que tu repioches ou des livres qui t'ont marqué, est-ce que tu peux nous en citer? Ces temps, tu vois, alors bon, il y a un livre que j'ai lu dernièrement qui était très 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 intéressant. C'est le livre de Jean-Pierre Heger, qui est un préparateur Ouais, physique suisse, que je te ouais, conseille d'interviewer un de ces quatre. c'est prévu. Euh, ouais, je pense que c'est une pièce, c'est un élément incontournable, disons, parce qu'il a tellement fait pour la préparation, puis surtout multisport, quoi. Ça touche à, C'est à ça. tous les sports, ça touche au mouvement,
et il a une vision vraiment du sport de performance qui est extraordinaire. Et puis du coup, il a sorti un livre l'année dernière, sauf erreur, The Way of Excellence. Exactement. Et puis ça c'était une des lectures, des bonnes lectures de ces derniers temps. Après, de nouveau, niveau contenu, il y a pas, tu vois, il faut aussi, il y a certains éléments qui sont plus très modernes, disons, et puis on peut aller un petit peu plus loin maintenant, et puis c'est une certaine époque aussi, mais ça, c'est la logique derrière, en fait, puis l'organisation générale et ce développement qu'il a réussi à amener, cette adaptation à tous les sports qui est impressionnante, puis pas qu'au sport, en fait, au monde de l'entreprise, et puis là, je trouve que le sport gagne à faire des parallèles avec d'autres sports, mais aussi avec d'autres domaines. Et puis, quand je parlais de leadership transformationnel, c'est vraiment issu de l'entreprise. Et puis, je pense que là, il faut aussi un peu ouvrir un peu nos écoutilles par rapport à ça, quoi. Et puis, sinon, j'ai reçu à Noël un livre. Là aussi, pas ultra, enfin, pas directement en lien avec la performance, quoique tu vas me dire oui quand je vais te dire ce que c'est, mais c'est sur les finisseurs de la Barclay, cette course, cet ultra trail aux États-Unis. Et puis c'est plus des interviews croisées de ces tarés, et c'est ultra intéressant parce qu'en fait c'est une forme de performance et de quête mentale et qui est totalement impressionnante. Et puis je trouve que ça permet de relativiser des fois tout ce qu'on fait. Puis quand tu décides avec un sprinter de lui dire d'arrêter parce qu'il a fait 3 fois 30 mètres, puis tu vois que le troisième était déjà plus tellement top, puis que tu vas pas en faire un quatrième, je trouve que c'est pas mal de mettre ça en perspective à côté de gars qui vont courir pendant 70 heures de suite dans des conditions dantesques. Donc voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai trouvé cool. Et puis sinon, ça c'est un peu mon topic du moment, c'est que j'essaie de beaucoup m'intéresser à justement ce qui sort de l'entraînement, mais qui permet d'être meilleur à l'entraînement. Donc de pas seulement remplir les cases. Aujourd'hui à l'entraînement tu fais ça, mais de surtout remplir les cases. Aujourd'hui en termes de récupération, il faudra penser à faire ça, il faudra mettre en place ce genre d'intervention, etc. Et puis là, j'ai lu un livre qui s'appelle Stimuler le nerf vague. Et puis voilà, là aussi, pas tout à garder, mais beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Et puis de petits outils assez simples que tu peux utiliser sur des fins de journée où tu as eu des grosses activités nerveuses pour essayer justement de recalmer le système et puis de le remettre un peu dans un mode plus calme et plus posé pour la journée de récupération qui va suivre. Et en pratique, il y avait quoi, des exercices justement sur la relaxation, sur la respiration, la méditation, des trucs comme ça? Ouais, alors dans celui-là, il y a beaucoup d'exercices avec le regard, en fait, où tu vas... il y a un exercice assez simple, tu trouves facilement sur Internet, où tu croises les mains derrière la tête, puis tu regardes devant toi, enfin, tu as la tête pour regarder devant toi, puis tu vas tourner les yeux au maximum à gauche, et puis tu restes comme ça pendant un certain temps jusqu'à déglutir, bâiller ou soupirer. Et puis ensuite, tu fais le même exercice de l'autre côté. Et puis, c'est assez impressionnant de voir l'effet que ça a. Tu peux le mesurer sur toi-même, hein, l'effet que ça a sur la mobilité, que tu testes avant, après. Et puis, ça a vraiment des éléments de détente. C'est clair, à eux seuls, je suis bien convaincu qu'ils n'ont pas un effet monumental. Mais quand tu cumules passablement de ces petites tâches, et puis que ça te permet vraiment de sortir de ta journée. Et voilà, là-dessus, des exercices de cohérence cardiaque, de méditation et de choses comme ça. C'est des outils où je mets pas mal d'importance là-dessus dans ma planification. Après, tu as toutes les mesures de récupération qui ont été abordées dans d'autres podcasts que t'as menés, sur la cryothérapie, sur ces éléments-là qui font partie intégrante du programme. Ça, c'est clair. Mais je trouve intéressant de jouer sur la musique aussi, tu vois, yoga, musique classique, et des choses comme ça pour être vraiment plutôt sur des stimulations parasympathiques sur ces moments de récupération, de façon parce qu'à la fin, l'intérêt, c'est pas de stimuler le parasympathique pour le stimuler, mais l'objectif à la fin, c'est d'être performant le lendemain ou d'être 0,5% plus vite sur ta séance nerveuse. Et puis voilà, donc d'arriver dans les meilleures prédispositions. Parfait. Et j'en profite justement, donc c'est l'épisode 11 avec François Bieuzen où on parle de récupération, planification, etc. Qui a passé du temps à l'INSEP et qui est maintenant
à l'Institut national du sport du Québec. Kenny, on arrive au bout. Si les gens qui nous écoutent ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te joindre facilement? Par mail, kennygay, tout collé, @Swiss Athletics. Ça c'est mon adresse SwissAthletics et .ch. Et puis kenny.gay@esav.ch sur mon adresse académique. Ouais, parfait. Super, merci beaucoup. Merci à toi. C'était intéressant de pouvoir discuter de ces éléments avec toi. Grave. Je te dis à la prochaine, peut-être pour un épisode 2. Ça marche. Ciao. À très bientôt, salut. Voilà, j'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.